Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 14 août. Coup de vent sur la pointe bretonne. La préfecture maritime a demandé aux plaisanciers de ne pas sortir et aux vacanciers d'éviter les promenades le long des côtes. Des rafales de vent jusqu'à 90 km/h sont attendues. À Paris, ce matin, un autobus de la RATP a violemment percuté un arbre. Il y a 14 blessés, dont 2 grièvement. L'accident s'est produit sur les boulevards extérieurs. Dans le nord de la capitale, c'est un accident rarissime. La moitié des salariés français gagnent moins de 1528 € net par mois. En revanche, en 5 ans, la rémunération des patrons a augmenté 2 fois plus vite que celle de leurs employés. À Londres, le nombre d'agressions à l'arme blanche dans les écoles atteint des proportions telles que les parents réclament des uniformes doublés façon gilet pare-balles. Il y a eu 7 collégiens poignardés à mort au cours de l'année scolaire. Un drakkar Viking reconstitué à l'identique a rallié le Danemark à l'Irlande en 44 jours avec 65 membres d'équipage entassés sur les 30 mètres de long de l'embarcation. Vent d'ouest sur les côtes bretonnes, le trafic maritime a été fortement réduit avec une forte houle et de violentes rafales de vent. La préfecture maritime de l'Atlantique appelle chacun à la prudence. Heureusement, il n'y a eu en mer que quelques incidents sans gravité. En cette période de l'année, ce type de tempête est quand même assez rare. Karine Comati. Le littoral du Cotentin balayé par des rafales de vent à 100 km/h en plein mois d'août, il faut être très amoureux de la nature pour ne pas être découragé. Sous ces conditions, on trouve que c'est encore plus beau. Voilà, on est beaucoup mieux ici que en train de manger des crêpes dans un restaurant. Voilà. Un temps magnifique. Super. Hein? Génial. Allez, bonne balade. Allez, bonne journée. Un temps idéal pour la planche à voile, mais pas pour la navigation. Sur toute la façade ouest, le coup de vent perturbe le trafic maritime et la navigation de plaisance. Apparemment, c'est 2 personnes qui seraient à la dérive sur leur embarcation. Au service de secours de la pointe du Corsen, dans le Finistère, toutes les équipes sont sur le pont. Nous sommes là pour recevoir l'alerte au téléphone, par radio, via satellite s'il le faut, notamment les balises de détresse. C'est à nous de trouver le moyen le plus adapté pour s'y rendre. Aucun incident grave n'a été signalé. Les plaisanciers jouent la prudence et restent à terre. Patience pour ceux qui veulent prendre la mer. Le retour à une météo plus clémente est prévu pour jeudi. C'est vrai que la météo est capricieuse pour un mois d'août. Dans le quart nord-ouest, les températures sont très en dessous des normales saisonnières, avec du vent et de la pluie, on vient de le voir. Plus bas sur la côte atlantique, ça s'arrange, mais il faut aller sur la côte d'Azur pour trouver le vrai beau temps. Tour du littoral français aujourd'hui avec nos correspondants en Bretagne, à Biarritz et à Nice. Coup de vent et pluie sur la Bretagne. Au port de Carnevel à Lorient, les plaisanciers sont restés sagement à l'abri, respectant les consignes de sécurité. Des gens à qui ça fait plaisir de se faire secouer, bastonner, de risquer de faire la casse. Non, nous on est en plus en famille, pas question de prendre des risques. Drapeau orange, la baignade est encore autorisée. Personne pourtant n'est à l'eau, la plage est déserte. Depuis le 1er août jusqu'à ce matin, c'était un soleil magnifique. Guère plus d'animation au camping, où chacun envisage un plan B. Ça va être la belote, puis les cartes, puis les jeux de société. Un mauvais temps qui a fait tout de même des heureux. Surfeurs et villiplanchistes s'en sont donnés à cœur joie. Ah oui, avec le soleil, ça ressemble bien à un paysage de carte postale. Biarritz, 14 août 2007. Chers téléspectateurs, voici que le beau temps revient. Le sable est chaud, l'eau est bonne, température extérieure 27 degrés. Ça dégouline, ouais. Trop de soleil. Trop de soleil, ouais. Mais le meilleur moyen de se rafraîchir, c'est encore ceci, un grand saut dans l'océan. Et pour les grincheux, il y a toujours un coin d'ombre quelque part. Vive la pluie, hein. Vive la pluie? Oui. Pourquoi donc? Parce que le pays est vert, c'est à cause de la pluie. Toutes nos excuses, monsieur, mais on a eu beau chercher, on n'a trouvé aucune goutte de pluie à l'horizon. Nice, 35 degrés au soleil. Sur la promenade des Anglais, pas vraiment ombragé. Mieux vaut ne pas traîner. Patin, roulette, bicyclette, poussette, c'est encore en roulant qu'on suit le moins. Pour se rafraîchir, il faut amérir. Une seule paire de méduses à l'horizon, une eau à 23 degrés. Allez, vous aussi vous allez trouver. Temps à Nice en 4 lettres, ça commence par B, ça se termine par U. Bon. Sur ou sous les galets, les vacanciers sont comblés. Ça se passe plutôt bien. Dès que je suis en vacances, j'en profite pour venir ici jouer au beach volley.
Ça cognera encore dans les jours à venir, alors à vos crèmes, prêts, tartinés. Sur la Côte d'Azur, le soleil n'est pas prêt de s'éclipser. C'est un accident rarissime qui s'est produit ce matin à Paris. Un autobus est encastré dans un marronnier le long du boulevard extérieur dans le 19e arrondissement. Il n'y avait que 18 passagers à son bord. 14 sont blessés, dont 2 grièvement. Le chauffeur a expliqué qu'il avait eu un problème technique de direction. Loïc Delamornay et Lionel Langlade. Ce sont les passagers assis à l'avant droit qui ont été les plus touchés. Heureusement, le bus n'était pas plein, moins de 20 usagers, sinon les conséquences auraient pu être dramatiques. Le conducteur, âgé de 27 ans, était qualifié sur cette ligne d'autobus à soufflet depuis 4 mois. Il explique que sa direction s'est bloquée tout d'un coup. Dans le jargon, on appelle cela un dur mécanique. Le conducteur n'a pas toutes les explications techniques encore. Il se demande effectivement pourquoi il a eu ce choc. Il dit, lui, qu'il a eu un dur mécanique, mais c'est l'enquête qui déterminera si effectivement la direction était en état. En tous les cas, ce bus date de 1999. C'est un bus qui est entretenu comme les 4500 bus que nous avons au parc. Le test d'alcoolémie pratiqué sur le conducteur s'est révélé négatif. On ignore encore à quelle vitesse le bus roulait sur cette rue très fluide mais limitée à 50 km/h. Dans les faits, l'autobus a d'abord heurté un lampadaire, un premier choc qui l'a envoyé rebondir avec violence sur ce marronnier, un accident très rare à la RATP. Les accrochages sont assez fréquents, ce sont des petits accrochages, ou des accidents, bon, surtout avec des piétons, ouais. Mais d'un tel choc c'est assez rare quand même. Plusieurs enregistreurs et capteurs sur le bus permettront de savoir avec précision ce qui s'est passé. L'enquête technique prendra moins d'1 mois, assure la RATP. Les 14 blessés ont été conduits dans 6 hôpitaux différents de la capitale. 2 d'entre eux sont plus sérieusement touchés, avec une hémorragie et un traumatisme crânien, mais ils ne sont pas gravement atteints et leurs jours ne sont pas en danger. En Haute-Savoie, la maman du petit Elias, 12 ans, qui a péri noyé avec un moniteur lors d'une descente de canyoning dimanche, est arrivée ce soir sur les lieux. Elle doit être entendue par le vice-procureur de Bonneville et elle pourrait déposer plainte. Un journaliste italien vedette de la télévision et qui présentait depuis 16 ans une émission de football a été agressé dans le métro à Paris. 2 hommes lui ont volé son sac à dos. Il s'est lancé à leur poursuite et au cours de la bagarre qui s'en est suivie, il s'est grièvement blessé en tombant. Transporté à l'hôpital, il est dans un état de mort cérébrale. Une information judiciaire a été ouverte. L'émotion est très vive en Italie, où notre confrère Sergio Vantaggio était très populaire. L'américain Mattel annonce qu'il rappelle dans le monde entier plus de 18 millions de jouets. Certains étaient vendus en France. Il s'agit de petites voitures sur le modèle de Cars, le film produit par les studios Disney, ou de petites voitures de type militaire. Mattel fait fabriquer en Chine ces jouets qui sont dangereux et toxiques. Julien Dupéret et Marie Cros. Fin de carrière pour cette petite Jeep Made in China. Direction la fourrière des jouets de ce magasin. Son défaut, mettre en danger la santé des enfants. Cette peinture ne serait pas conforme parce qu'elle aura un taux de plomb qui serait supérieur à la norme autorisée en vigueur en Communauté européenne. Seul ce modèle de la série Cars de Mattel, appelé Sergent, est concerné. Ses références, H6414 ou L6294, il porte un code se terminant par 7EA. Mais le rappel ne s'arrête pas là. Des accessoires de Barbie, la poupée star de Mattel, sont aussi concernés, tout comme Batman ou Polly Pocket. Des articles sur lesquels de petits aimants peuvent se détacher et être avalés. Un été noir pour Mattel. Il y a 2 semaines, 1,5 million de poupées Dora l'exploratrice étaient rappelées dans le monde. Là encore à cause d'une peinture à base de plomb venue de Chine. Le PDG en est quitte pour une nouvelle séance d'excuses. Je présente mes excuses les plus sincères aux personnes concernées. Mais notre préoccupation première, c'est la sécurité des enfants. Ce soir, Mattel réaffirme effectuer tous les tests nécessaires avant de commercialiser ses jouets. Et le fabricant d'accuser son producteur chinois de ne pas respecter ses engagements de sécurité. Les pilotes d'hélicoptères des SAMU sont en grève. Ils réclament une harmonisation de leurs salaires avec ceux des autres sociétés, notamment ceux de la sécurité civile. Mais cette grève reste symbolique car tous les pilotes ont été réquisitionnés par les préfets. Explication Perrine Bonnet. Pilotes en grève, mais c'est une grève symbolique. Car ces hélicoptères du SAMU peuvent être réquisitionnés à tout moment par les préfets. Les hommes en blanc continuent donc à assurer leur mission de sauvetage. Mais ils sont en colère. Problème de salaire.
Il arrive quelquefois de finir des missions au-delà de l'heure. Et là où le bas blesse, je dirais, c'est qu'en fait, on n'est pas payé. Après nos 20 heures, on n'est plus payé. C'est-à-dire que toutes les réquisitions qui existent ou tous les vols qui se font après 20 heures ne sont plus payés. On met en route. Les 160 pilotes concernés travaillent pour des sociétés privées, prestataires de services pour le SAMU français. Ils seraient payés entre 40 et 50% moins cher que la plupart de leurs collègues. Actuellement, on considère que nos salaires sont ridiculement bas en regard de nos confrères européens ou de la sécurité civile. On touche à peu près la moitié de nos confrères. Et je vais être clair avec vous, on touche net par mois 2300 € pour 45 heures par semaine. Les syndicats ont été reçus par le ministère. Sans succès, la grève va se poursuivre demain. Mais comme aujourd'hui, toutes les urgences seront assurées. Les salaires des chefs d'entreprise ont augmenté 2 fois plus vite que ceux des Français. La moitié d'entre eux gagnent, les Français, moins de 1 528 € par mois et l'écart salarial entre les hommes et les femmes se réduit. En moyenne, les salaires des PDG restent très inférieurs à ceux de leurs collègues étrangers. C'est ce que révèle une enquête de l'INSEE que nous présentent Juliette Guérin et François Pitrel. Entre les patrons et leurs salariés, l'écart se creuse. En 5 ans, la rémunération moyenne des Français a augmenté de 0,7% contre 1,6% pour les chefs d'entreprise. Ainsi, en 2005, le salaire médian était de 1 528 € net par mois, plus 3%. Le salaire médian, cela signifie que la moitié des Français gagnent plus, l'autre moitié gagne moins. Côté patron, plus le groupe est important, plus le salaire est élevé. Le dirigeant d'une PME touche en moyenne 4 100 € par mois. Un PDG du CAC 40, 185 000 €. Et on ne parle que de salaire. Sur la première marche du podium, Bernard Arnault, LVMH, avec 340 000 € par mois, suivi de Henri Decastre, AXA, puis Jean-François Dehecq. Des sommes énormes, mais bien inférieures aux salaires américains. C'est culturel. La rémunération aux États-Unis est une forme de réussite. La rémunération en France est plus un tabou encore. Donc les rémunérations sont élevées en France, mais pas encore au niveau américain. Dans les 500 plus grandes entreprises américaines, les dirigeants touchent en moyenne 660 000 € par mois. Seul point commun avec la France, c'est dans l'immobilier et la finance que l'on gagne le plus. Les parents du petit garçon de 12 ans, Ivan, grièvement blessé en tombant du balcon de son immeuble à Amiens, demandent à l'État de reconnaître sa responsabilité et réclament l'ouverture d'une information judiciaire. L'enfant était tombé en tentant de suivre son père en situation irrégulière et qui voulait échapper à un contrôle de police. C'est Maître Vergès qui défend la famille. Lionel Feuerstein et David Fossard. Unis dans l'épreuve et décidés à tout faire pour se défendre. Les parents du petit Ivan, toujours hospitalisés dans un état grave, envisagent désormais de porter plainte contre l'État, aidés par 2 avocats de renom. La responsabilité de l'État et de ses services est au cœur de ce drame qui va peut-être bouleverser la vie d'un enfant. Jeudi dernier, l'enfant de 12 ans est tombé de 4 étages en tentant d'échapper à la police. Les gardiens de la paix étaient venus interpeller ses parents en situation irrégulière, réfugiés en France depuis 2004. Est-il nécessaire, quand on convoque des gens pour être entendus, de venir en commando à 15 personnes un matin, au lever du jour, tambouriner sur la porte, et quand les gens ne répondent pas, appeler un serrurier pour entrer de force? Les avocats demandent qu'une enquête soit confiée à un juge d'instruction. Pour l'instant, seule l'IGPN, la police des polices, est saisie. En attendant, la famille a obtenu une autorisation de séjour de 6 mois, le temps qu'Ivan se rétablisse. Une réponse insuffisante pour les associations de sans-papiers. Le fait que c'est conditionné à la guérison de l'enfant. Donc ça, moi, ça m'a tout de suite fait résonance en disant quand il va mieux, quand on peut le transporter, on met tout le monde dans l'avion. Les associations d'aide aux sans-papiers d'Amiens demandent un moratoire des expulsions. Dans cette ville, 130 familles seraient dans la même situation que celle des parents d'Ivan. À Lourdes, des dizaines de milliers de pèlerins se rassemblent avant les cérémonies du 15 août qui célèbrent l'Assomption de la Vierge, c'est-à-dire pour les catholiques la montée au ciel de Marie, mère du Christ. Le thème de ce 134e pèlerinage national est celui de la réconciliation avec Dieu. Sur place, Édouard Bergeon et Valérie Lucas. Le recueillement façon espagnole, c'est bien sûr en chantant. Ce groupe de 500 pèlerins vient de Tolède pour fêter l'Assomption de la Vierge, et ça s'entend. On est si contents, on aime tellement la Vierge, on la remercie tellement qu'on chante à sa gloire aux 4 coins de l'Espagne.
Côté italien, on est plus calme et surtout plus fatigué. Ces jeunes scouts originaires de Bologne ont fait 1200 km pour rejoindre Lourdes. On vient d'arriver pour rendre service à des personnes qui en ont vraiment besoin. À 2 tempes de là, autre ambiance. Vous faites quoi là? Là on fait nos comptes. Pourquoi ça coûte cher? C'est une ambiance de jeunes, donc il y a pas mal de sorties, on profite pas mal le soir, donc ouais, un petit peu quand même. En cette semaine du 15 août, les fidèles doivent s'armer de patience pour toucher les parois de la grotte de Massabielle, là où les apparitions auraient eu lieu. 80 000 pèlerins venus de tous les pays, c'est autant de cierges allumés. On formule son intention, mais vu l'affluence, pas le temps de laisser les cierges se consumer, il faut déjà les éteindre. On manque de brûloir, donc aux gens on leur fait allumer les cierges quand même, ils font leur intention, ils les éteignent, ils nous les confient. En attendant l'hiver et l'accalmie, ces cierges seront stockés, puis rallumés pour prolonger la prière des pèlerins. Le massacre d'Oradour-sur-Glane en 1944, 642 civils, dont 247 enfants, ont péri brûlés vifs, enfermés à clé par les Waffen-SS dans l'église ou abattus à la mitraillette dans les granges. Ce drame reste un des crimes les plus abominables de la Seconde Guerre mondiale, une tuerie inutile, ordonnée par un homme, Heinz Barth, âgé de 23 ans à l'époque. Jugé en 1983 à Berlin-Est, il n'a exprimé aucun regret. Il est mort hier dans son lit. Il avait été libéré il y a 10 ans pour des raisons de santé. Gilles Marinet et Fabien Tormos. L'ancien SS Heinz Barth s'était longtemps caché en Allemagne de l'Est après la guerre. Démasqué en 1983, jugé à l'âge de 62 ans, il a été condamné à la réclusion perpétuelle. Le 10 juin 1944, son unité, la division SS Das Reich, en route pour le front de Normandie, pénètre à Oradour. En très peu de temps, 642 hommes, femmes et enfants sont massacrés ou brûlés vifs jusque dans l'église. Il n'y aura que 6 survivants, parmi eux cet homme, il était âgé de 19 ans. C'est un assassin, il a tué les miennes, hein. Je ne peux pas lui pardonner. Et il a fait en plus, c'est un chef. C'est pas le simple soldat qui est obligé d'exécuter les ordres. Heinz Barth était sous-lieutenant. Lors de son procès, il a reconnu avoir abattu lui-même 12 à 15 villageois. C'était la guerre, s'est-il contenté d'affirmer. Les habitants d'Oradour n'ont pas compris sa libération il y a 10 ans, pour raison de santé. C'est toujours une consternation de se rendre compte qu'un personnage comme celui-là, qui n'a jamais eu de regret d'avoir été nazi, qui a toujours affirmé jusqu'au bout d'avoir été nazi, de se dire que cet homme-là est mort dans son lit. Il n'y a eu que 7 condamnations parmi les auteurs du massacre et le chef de la division Das Reich est mort libre en Allemagne en 1971. Depuis le 10 juin 1944, à Oradour, les ruines témoignent. Ici, le temps s'est arrêté. En Grande-Bretagne, les uniformes des écoliers pourraient être doublés à l'aide de Kevlar. C'est une matière qui sert à fabriquer les gilets pare-balles. Et c'est après avoir constaté que les attaques à l'arme blanche se multipliaient dans les collèges britanniques qu'une telle initiative a été prise. À Londres, 7 garçons de moins de 16 ans ont été tués à coups de couteau pendant l'année scolaire. Claude Sampère et Dominique Marotel. La nouvelle est à peine croyable. Voici la dernière invention d'une société anglaise spécialisée dans la sécurité. Des vêtements d'enfants pour aller à l'école renforcés avec du Kevlar, ce tissu jaune que l'on trouve d'habitude dans les gilets pare-balles. Cette fois-ci, les vêtements sont renforcés pour lutter contre les coups de couteau. Et ça marche. Au départ, ce sont les parents qui nous ont demandé de faire ce type de vêtements. J'étais un peu surpris, mais je me suis dit, pourquoi pas, c'est utile, faisons-le. Depuis le début de l'année à Londres, 7 garçons de moins de 16 ans sont morts à la suite d'agressions au couteau. Récemment, lors d'un procès, la famille d'un jeune poignardé a voulu que ces images très dures soient rendues publiques par la police. Des images très violentes pour provoquer un électrochoc dans l'opinion. Le jeune blessé a survécu, les agresseurs ont été condamnés. En 2006, une de nos équipes avait rencontré la police de Birmingham. Voici ce que les policiers récoltaient régulièrement à l'époque. Toutes sortes d'armes blanches hallucinantes. Tout ce que vous voyez là peut être utilisé lors d'agressions. Ça ne sert qu'à une chose, faire du mal. Il n'y a aucune raison au monde d'avoir de telles armes sur soi.
Cette année-là, la police avait invité les jeunes à déposer les armes dans des poubelles à l'extérieur du commissariat. En échange, aucun d'entre eux n'était poursuivi. La campagne avait connu un énorme succès. Aujourd'hui, régulièrement, la police donne des cours de prévention dans les écoles, mais visiblement, ça ne suffit plus à rassurer les parents. D'où l'idée de ces vêtements de protection, le prix 180 € l'unité. En Grande-Bretagne toujours, la fièvre afteuse inquiète avec 2 nouvelles fermes suspectées, l'une dans le Surrey, dans la zone où les premiers cas ont été détectés, l'autre dans le Kent, qui se trouve aussi dans le sud-est de l'Angleterre, mais loin de la première zone. Les résultats, si contamination il y a, seront connus demain. Et puis la grippe aviaire revient en France. Elle a été de nouveau identifiée sur 4 canards retrouvés dans l'étang de Diane-Capelle en Moselle, où déjà 2 cygnes porteurs du virus H5N1 avaient été trouvés fin juillet. Attentat dans le train entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Il y a 60 blessés à bord du Nevski Express. Le train a déraillé après l'explosion d'une bombe artisanale placée sur la voie. C'était dans la région de Novgorod. Aux États-Unis, l'un des plus proches collaborateurs du président américain, George Bush, a démissionné. Des sanglots dans la voix. Karl Rove, stratège des campagnes présidentielles, mais aussi conseiller très controversé pour ses méthodes et ses mensonges visant à déstabiliser le camp démocrate, a donc été contraint de quitter la Maison-Blanche. Cette démission confirme la faiblesse de la fin de la présidence Bush. Sur place, Martine Laroche-Joubert et Pascal Geoffrieux. Karl Rove, un rappeur au Gala des journalistes 2006, la tête pensante de George Bush fait sourire pour la première et sans doute la dernière fois de sa carrière. Hier, à la Maison-Blanche, l'ambiance n'est plus à la fête pour les 2 hommes. Karl Rove nous quitte. Nous sommes amis depuis longtemps et on le restera. Monsieur le Président, le monde a beaucoup changé depuis nos débuts et c'était il y a longtemps. Karl Rove, on le reconnaît à peine, fait ses premières armes sous la présidence de Richard Nixon, encore dans l'ombre. Il trouve son destin avec George Bush. D'un ancien alcoolique repenti et gaffeur, il fabrique un gouverneur du Texas, puis un président des États-Unis. Pour lui, tous les moyens sont bons, la rumeur est son arme fatale. Le candidat républicain John McCain inquiète George Bush pendant les primaires 2000. Il aurait insinué en coulisses des enfants illégitimes. John Kerry, le candidat démocrate, menace par son passé le héros du Vietnam, George Bush, resté au chaud. Un clip de campagne met en scène des vétérans qui accusent Kerry de mentir sur ses exploits. Derrière ces coups tordus, l'ombre de Karl Rove. Dernier en date, il est soupçonné d'avoir dévoilé l'identité de Valerie Plame, agent de la CIA, pour se venger d'un rapport de son mari à l'encontre de la guerre en Irak. Le coup de trop, peut-être. Stratège pour les uns, mauvais génie pour les autres, Karl Rove n'a plus qu'à faire ses valises. Avec le départ de son éminence grise, George Bush se retrouve bien seul à la Maison-Blanche. C'est le signe d'une fin de règne. En Corée du Nord, des inondations auraient causé la mort de plusieurs centaines de personnes. Il y aurait plus de 60 000 sans-abri. La capitale Pyongyang a été également touchée par les crues. Cette catastrophe intervient alors que la Corée du Nord souffre d'une famine endémique qui a déjà causé la mort de 2 millions de personnes. Christian Houtin. À main nue et avec quelques cailloux, ces Nord-Coréens tentent de stopper la montée des eaux qui menacent leurs habitations. Depuis plusieurs jours, des pluies diluviennes se sont abattues sur tout le pays. Ponts détruits, routes coupées, les dégâts matériels sont immenses. Habituellement très discret, le régime de Pyongyang a annoncé d'énormes pertes humaines, plusieurs centaines de morts selon un premier bilan. La capitale n'est pas épargnée. La rivière Potong est sortie de son lit, paralysant les tramways et perturbant la maigre circulation. Ici, c'est un bâtiment ministériel qui a les pieds dans l'eau. L'eau est montée très vite jusqu'ici. Depuis 1970 qu'on est là, c'est la première fois qu'on voit une telle inondation. Les conséquences pourraient être désastreuses. De nombreuses récoltes sont définitivement perdues. Et dans ce pays où la population manque de tout, la famine menace. La Corée du Nord vient de demander une aide d'urgence aux Nations Unies. À la fin des années 90, des inondations similaires avaient provoqué une famine causant la mort de près de 2 millions de personnes.
En baie de Somme, la chasse au gibier d'eau vient de reprendre. Pour les amateurs, c'est un rendez-vous très attendu car cette chasse sur le territoire maritime public est extrêmement réglementée. Reportage en petite baie de Somme avec Arnaud Comte et Stéphane Guillemot. C'est ce qui s'appelle être en position d'observation. 6h30 du matin dans la baie d'Authie. Ces chasseurs guettent le gibier depuis l'aurore. Malgré les sifflets, les imitations, l'oiseau n'est pas dupe ce matin. C'est pas évident, hein. C'est du gibier sauvage ici. Hein. C'est pas des cocottes d'élevage. D'où le gibier ce matin? Un peu triste. On n'est pas là spécialement pour tuer des sacs de gibier. Hein. Nous on tue une bête dans la journée, on est heureux. Nous, le principal c'est d'être à l'air libre. On promène, on a un beau territoire. Quelques pas de botte plus loin, le tableau de chasse de Grégory. Alors ici c'est une bécassine des marais. Une bécassine des marais, donc il y en a pas mal, on va dire, en début de saison, toujours un peu. Ici on va dire que c'est le coin. Ah, des vanneaux qui arrivent. Un vanneau à l'horizon. L'oiseau passe à portée de fusil. Il vient de tomber derrière une dune. Nina et Jenna, deux braques allemands, courent à la recherche du gibier. Une demi-heure plus tard, les deux chiennes reviennent la gueule vide. C'est dommage de perdre du gibier, on préfère le louper et puis que ça parte que le tuer et de ne pas le retrouver. Quoi. Dans la baie d'Authie, 70% des chasseurs sont smicards, RMistes ou chômeurs. Le gibier d'eau est une chasse populaire. Un permis coûte 50 €. Dans ces marécages, un bon chasseur n'est pas qu'un bon tireur, c'est aussi un amoureux de la nature. C'est une première dans le fragile équilibre de l'écosystème camarguais. Pour la première fois depuis 30 ans, les flamants roses n'ont pas pondu dans l'îlot de Fangassier, seul lieu de reproduction de l'espèce en France. En cause, un conflit social au Salin du Midi qui a privé les oiseaux d'eau et de nourriture. Les explications de Véronique Aglione et Cyril Paquier. Ici, on bague des milliers de poussins chaque été. Cette île est le seul lieu de reproduction des flamants roses en France. Et d'une année sur l'autre, les nids en terre restent depuis plus de 30 ans. Pour que les flamands se reproduisent, il faut qu'ils soient sur un site favorable, à savoir d'une part un substrat limoneux sur lequel ils puissent construire des nids, qui sont des petits monticules de terre, et d'autre part que cet îlot soit justement un îlot, soit isolé de la terre ferme par de l'eau, pour éviter que les prédateurs puissent venir déguster les œufs ou les poussins. Cette année, rien à voir avec les photos habituelles, où 10 000 couples, 5 000 poussins viennent colorer la petite île du Fangassier. Car pour la première fois, pas de reproduction ici cette saison. L'eau n'est pas venue entourer l'île au printemps. Un conflit social au Salin du Midi, propriétaire des lieux, a interrompu le mouvement des eaux. Les Flamands se sont retrouvés, malgré eux, otages du projet de restructuration de l'entreprise. En arrêtant l'activité salinière, il n'y aura plus de flamants roses. Donc il faut quand même que les gens comprennent que c'est indispensable. Le flamant rose, il trouve son alimentation avec des artémiens qui se développent au niveau de la saumure. Cette saumure, elle est prise avec l'eau de mer que nous, on fait du sel avec. Donc c'est lié, tout est lié avec la saline, quoi. Le site est moins rentable. Il perd la moitié de sa production, la moitié de ses salariés. Le Conservatoire du littoral va racheter quelques-unes de ces terres. Car si les flamants roses peuvent survivre à une année sans reproduction, il est clair désormais que la nature autour dépend aussi de l'activité humaine, de l'entretien des digues et des canaux. Il y a 30 ans, Elvis Presley disparaissait à 42 ans dans sa maison de Memphis aux États-Unis. Il a joué un rôle clé dans l'évolution de la musique rock et même si l'image du rebelle avait peu à peu été remplacée par celle d'un homme fatigué et obèse, il garde des fans dans le monde entier. François-Julien Piednoir. Ça fait 30 ans maintenant qu'Elvis est décédé. Oh là, pardon, excusez-moi, là je me suis laissé complètement envoûter par le rock'n'roll du King. Aujourd'hui, tous les fans et tous les sosies se retrouvent à Memphis pour célébrer l'inimitable Elvis. Les gars, j'ai dit inimitable Elvis. À
À Graceland, on vient se recueillir devant la maison d'Elvis décédé le 16 août 1977. Mais aux quatre coins du monde, vente aux enchères et expositions, ressortent les tenues d'Elvis, le sèche-cheveux d'Elvis, la petite cuillère d'Elvis, le lit d'Elvis et même le pyjama d'Elvis. Et oui, le King portait un pyjama pour dormir. Et au pays du soleil levant, ce sont les jupes qui se lèvent et les bananes qui se dressent sur la tête. Le dieu Elvis réveille la libido des jeunes japonaises. Elvis a des lèvres tellement sexy, son visage est tellement mignon. Elvis, l'incarnation du mal, avec un accent circonflexe bien entendu. La preuve, ce soir-là, toutes les filles avaient son succès à la bouche. En rugby, il y aura 6 changements dans le 15 de France pour le match samedi à Marseille contre l'Angleterre. Après la victoire à Twickenham le week-end dernier, les Bleus vont tester de nouveaux joueurs. Ils devront aussi remplacer Sébastien Chabal qui s'est légèrement blessé. Aaron Tanzit et Jean-François Monnier. Il arrive. Cette tête, cette allure, Sébastien Chabal bien sûr. Mais à y regarder de plus près du côté du mollet, il y a quelque chose qui cloche. Un bandage. Légèrement blessé, le Français ne jouera pas samedi le match revanche face à l'Angleterre. Lui qui avait si bien travaillé le week-end dernier à Twickenham. Auteur d'un essai dévastateur, pas question d'aggraver la blessure. Pourquoi prendre un risque, c'est un match de préparation. Il sera guéri pour le Pays de Galles, il jouera contre le Pays de Galles. En attendant, pour le match revanche face à l'Angleterre, 6 changements. Côté avant, on notera le retour d'Imanol Arinordoki ou encore de Lionel Nallet. En revanche, toujours pas de Sylvain Marconnet. Victime d'une fracture du tibia opérée en mars, il a depuis repris l'entraînement avant de s'arrêter. La douleur était trop vive. Restera-t-il dans le groupe? Une décision sera prise jeudi après un ultime examen clinique. Si Sylvain ne peut pas jouer, c'est Nicolas Mas qui prendra sa place et on aura 4 piliers pour l'équipe de France. Mais privé de Sylvain Marconnet, l'un des meilleurs du monde à son poste, la mêlée française a du mal. Perd des ballons comme ici face à l'Angleterre. Il ne faut pas non plus se faire une fixation là-dessus. C'est notre premier match, donc on va voir comment ça va évoluer au fil des matchs de préparation. Trop d'abdos pour monter ses genoux. Dominici est un farceur. Pas de souci pour lui, il jouera samedi face aux Anglais qui ne verront donc pas le grand Chabal, mais un petit lutin à réaction. Il risque encore d'y avoir du grabuge. C'est un dracard viking du XIe siècle, reconstruit à l'identique, qui a été accueilli par une foule nombreuse à Dublin, en Irlande, après 44 jours de navigation en provenance du Danemark. L'embarcation de 30 mètres de long avait à son bord un équipage de 65 personnes. Laurence de Cherf. Les Irlandais peuvent trembler. Les Vikings danois débarquent. Après 44 jours de mer, ces envahisseurs des temps modernes ont marché dans les pas de leurs héros. Ou plutôt naviguer dans leur dracard. En prenant le large le 1er juillet de Roskilde, au Danemark, le vaisseau a parcouru près de 2000 km jusqu'à Dublin. L'étalon de la mer est une copie conforme d'un navire, né il y a près de 1000 ans. En 1962, les restes retrouvés de sa coque permettent une reconstitution. Une expérience unique pour ces navigateurs passionnés. J'ai des sentiments un petit peu mélangés. D'un côté, je suis un peu triste de quitter ce bateau sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Mais d'un autre côté, ma famille me manque et j'avais vraiment envie de revenir chez moi. D'autant que la traversée n'a pas toujours été vraiment une partie de plaisir. Je ne réalise pas vraiment, car nous étions très occupés entre la voile et les rames. Mais dans quelques jours, quand je serai posé, je réaliserai vraiment ce que nous avons fait. 30 mètres de long, 25 tonnes et une voile de 120 mètres carrés. Il a fallu 4 ans de travail aux Danois pour fabriquer le plus grand dracard viking jamais reconstruit. Navigateurs, mais aussi guerriers, des Vikings contemporains qui jouent le jeu jusque dans les combats.
En Italie, le long de la côte amalfienne, les célèbres grottes bleues sont menacées par la pollution. Leur couleur est liée aux micro-organismes qui s'y trouvent. La plus célèbre de ces grottes bleues est évidemment celle de Capri. Sophie Mézel. Elle est un joyau de la côte amalfitaine. La grotte bleue de Palinuro, située près de Naples en Italie, est pourtant en train de mourir. C'est en tout cas le cri d'alarme que viennent de lancer des scientifiques. Cette grotte, connue depuis l'Antiquité, possède en effet un écosystème unique en son genre, avec une faune et une flore particulièrement abondantes. Certaines espèces habituellement absentes des grottes, faute de lumière, sont non seulement observées, mais elles y sont particulièrement développées, comme des éponges naturelles de la taille d'un ballon de football, ou certaines variétés de coraux. La grotte a également ceci de particulier qu'on y trouve des bactéries qui étaient parmi les premiers organismes présents sur Terre. Son caractère unique, la grotte bleue le doit à des sources d'eau chaude chargées en soufre, qui apporteraient une sorte de terreau à la vie sous-marine. Mais depuis quelque temps, certaines espèces recensées disparaissent, d'autres rétrécissent. Selon les scientifiques, le grand responsable serait le tourisme à outrance et non contrôlé, ces plongées, ces parties de pêche incessantes. Seule solution pour eux, instaurer un sanctuaire, une zone protégée, loin du plaisir des simples curieux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo complète de Valérie Alexandre. 20h50, ça se discute jour après jour, après Jean-Luc Delarue. Demain à 13h, vous avez rendez-vous avec David Bohéry et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Excellente soirée sur France 2. Au revoir et à demain.